Les camionneurs, c'est qui? Et on a trouvé que le bailleur a ajouté un cadenas à la porte parce qu'elle n'a pas payé le loyer. Comment ces gens peuvent dire qu'on les a brutalisés? Il n'y a pas le brutalisme dans cette vidéo. Il a dit de négocier avec les gars. On a l'impression que ça n'avance pas. Sur ce point-là, au moins, il est important que les camionneurs puissent voir la situation changer sur le corridor, Francis Bonga. Oui. Le véritable problème ici, c'est que on a bien le sentiment que les camionneurs ont voulu, je ne sais pas, ils ont voulu procéder un peu, j'ai envie de lâcher le mot comme ça, un peu par chantage. Et ça pertinemment que... Ça tous les. Ils savent pertinemment que une seule journée sans activité, avec les camions garés le long de la chaussée, ça crée quelque chose d'inimaginable. C'est-à-dire qu'on bloque toute activité qui pourrait avoir lieu de l'autre côté ou de ce côté. Et vous avez vu ce qui s'est passé par la suite, c'est que on se demande bien, et là je n'ai pas compris, ce matin j'ai vu des vidéos circuler, comme si les gens ont réussi à ouvrir la route. Avec des engins lourds. Avec des engins lourds. On a poussé les camions dans la... On a poussé les camions. Alors, ça aussi, je trouve que c'est quand même barbare. C'est quand même barbare. Vous savez, en toute chose, il y a ce qu'on appelle la mise en demeure. Si cette décision d'ouvrir la route vient de l'administration de cette localité, est-ce que cette administration a mis en demeure ces gens en leur disant, écoutez, vous avez des revendications à formuler, formulez-les, envoyez à qui de droit. Pour le moment, libérer la chaussée. Nous vous donnons 72 heures pour le faire. Si vous ne le faites pas sur 72 heures, ou alors sur 24 heures, parce que 72 heures, c'est beaucoup pour cette route-là. Nous vous donnons 24 heures pour libérer. Vous ne le faites pas dans les 24 heures, nous aviserons. Mais les autorités sont allés, on a dit que ouais, les clés du camion sont même perdues, qu'on a perdu. Le chantage était donc manifeste. Le chantage était manifeste. La vérité, c'est que comme ils ont les gros camions, ils n'ont pas imaginé qu'on pouvait mettre plus costaud que cela. Et voyez-vous, quand j'ai vu les vidéos, je ne sais pas si ces camionneurs se souviennent qu'ils ont des patrons. Parce qu'en fait, les camionneurs, c'est qui? C'est des chauffeurs qui ont des patrons. Oui. Quand tu transportes une marchandise, c'est la marchandise de quelqu'un. Le camion peut t'appartenir. Oui. Bon, et même là, ce n'est même pas toujours son camion. Parce que, en fait, c'est une chaîne. 150 millions. En fait, Jean-Jacques, c'est une chaîne d'affaires. Oui. Le camion appartient à un particulier. Il met son camion à la disposition de qui veut l'utiliser. Il recrute son chauffeur, qui est donc le camionneur. Ici, dans cette situation, on a bien le sentiment que c'est les conducteurs là, dont les camionneurs, qui ne sont pas contents de leur situation. Mais maintenant, la marchandise qui est dans ton camion n'appartient même pas à ton patron. Oui. Elle appartient à quelqu'un qui attend la livraison de sa marchandise. À partir de ce moment, je vous assure que les démêlés judiciaires n'en finiront pas. Cette affaire va créer, vous n'allez pas... Ce sera compliqué. Parce que je ne sais pas comment on va faire pour régler ça. Et les camions d'oignons qu'on a balancés, les camions de scie qu'on a mis de côté, mais c'est compliqué. Alors, qui va payer la note? Qui va payer la note? Cette affaire ressemble paradoxalement à l'affaire aux affaires post-électorales. Ça dit qu'il y a des trucs machin, personne n'a donné l'ordre de manière ouverte, mais on sait quand même qui a pu donner l'ordre et on ne sait pas qui va payer la note. C'est exactement ce qu'on observe dans cette affaire. C'est un peu compliqué la méthode utilisée par les pouvoirs publics pour dégager la route Meganga-Ngaoundéré. Jacques-Léonce Awono, bonjour, vous êtes juriste. Merci de nous retrouver sur Marche sur la capitale. Vous avez certainement, vous également, regardé ces vidéos venant de Meganga où les engins lourds ont été utilisés pour libérer la route de ce côté. Quel est le commentaire que cela vous suscite, vous, analystes sociopolitiques et juristes? Bonjour Jean-Jacques, bonjour à ton panel. Bonjour Léonce. La première idée qui m'est venue en idée lorsque j'ai vu ces images, c'est effectivement que nous soyons
désormais dans un état policier. C'est-à-dire un état qui règle les crises sociales par le brutalisme. Ok. On ne peut pas comprendre une crise sociale comme celle-là. Vous savez très bien que lorsqu'on prend ce corridor, c'est un corridor qui peut desservir toute la zone CEMAC. Donc c'est un problème qui ne concerne pas seulement l'État du Cameroun. C'est la zone CEMAC entière qui est concernée par un problème qui est posé par les camionneurs. Donc c'est un problème pertinent. C'est une crise sociale que l'État doit pouvoir prendre à bras le corps, mais pas dans le sens de la brutalité. Moi, je crois que c'est décevant qu'on soit désormais dans un état policier où on ne peut pas poser des vrais problèmes sur la table et on dialogue. Est-ce que cette réaction n'est pas proportionnelle au manque à gagner que cette situation de blocus a causé? 5 jours de blocus, également, les conséquences sont énormes. Est-ce que cette brutalité ne peut pas être justifiée par cela? Non, Jean-Jacques. Un État qui résout les crises sociales par la brutalité, ça ne peut pas être concevable. Parce que le problème que posent les camionneurs est un problème pertinent. Nous le savons tous, Jean-Jacques. Lorsque nous parcourons nos routes avec les contrôles en n'en plus fini, on sait tous ce qu'on donne dans ces contrôles-là. C'est en fait le problème que posent ces camionneurs. Et ce problème est pertinent. Et ça, il faut le résoudre dans le fond. Ce n'est pas dans la brutalité. Parce qu'on sait tous que nos gendarmes et policiers qui sont en route là, même dans les simples routes, les petites voitures payent 1000 francs. Ils ne cherchent pas à savoir si le dossier est complet ou pas. Vous payez. On a vu en pleine cité capitale où un policier carrément monté qui s'est agrippé sur un taxi parce que le taximan a refusé de donner 500 francs. Donc on voit que c'est un problème pertinent que l'État doit pouvoir agresser. Très pertinent, pas dans la brutalité. Mais sauf que l'État a constaté que certaines revendications étaient purement politiques. Au lieu de parler de cette tracasserie, cette difficulté, on a suivi les camionneurs évoquer la libération des détenus qui, selon eux, sont des détenus politiques. Oui, ça c'est la manipulation. Vous savez qu'actuellement, tout est presque politique. Les gens font tout le temps dans la récupération. Mais moi, je crois qu'en tant que citoyen, le problème pertinent que posent les camionneurs est un problème que l'État doit résoudre de façon pertinente. Oui, mais Léon, on peut comprendre la récupération de certains hommes politiques. Et vous savez que lorsque ça arrange aussi le pouvoir en place, il récupère aussi. Donc si ce que les opposants essaient de récupérer, c'est de bonne guerre. Mais le problème pertinent est là sur la table. L'État doit pouvoir résoudre ce problème-là. Et le problème pertinent que vous évoquez ne date pas d'aujourd'hui. On a vu la CONAC et la gendarmerie mettre en place les contrôles inopinés avec des contrôles par corps où on fouillait les agents qui étaient en route pour voir s'ils ne sont pas des... Pourquoi c'est si compliqué de régler cette affaire des contrôles et la corruption qui est adossée à ces contrôles? Pourquoi c'est si compliqué pour le Cameroun? Oui, c'est très compliqué parce que Jean-Jacques, je l'ai toujours dit, la corruption est comme du carburant dans un véhicule qui s'appelle l'État du Cameroun. Voilà pourquoi c'est très compliqué de donner le coup à la corruption. Les institutions comme la CONAC, finalement, ne servent à rien du tout. C'est juste du vernis qu'on essaie de mettre pour essayer de faire semblant de travailler. Pourtant, dans le fond, on recule. Est-ce que vous avez l'impression que la CONAC elle-même est une coquille vide? Parce qu'elle n'a aucun moyen de coercition. Donc, elle ne fait que des rapports. C'est une coquille vide. Et pourtant, l'État, si l'État voulait vraiment combattre la corruption, l'État devrait donner les moyens de coercition à une institution comme la CONAC, de pouvoir poursuivre, de pouvoir condamner les corrupteurs et les corrompus. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est juste du vernis qu'on essaie de mettre quelque part pour essayer de faire semblant d'être en mouvement et pourtant d'être sur place. Donc, je crois que merci, le problème de la corruption est un problème pertinent. Je crois que c'est le problème que posent les camionneurs. Oui. La corruption est toujours la corruption. D'accord, merci Jacques Léonce Awono, juriste, de rejoindre la grande famille d'On Marche sur la capitale. On a vu un autre se bousculer là. Il peut revenir, Paul-Stéphane Boudouga, je crois qu'il est là. Allô, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour aux panélistes. Bonjour l'homme de Kometo. À vos auditeurs et même à vos internautes. Bienvenue.
Bon début de semaine aussi. Merci Jean-Jacques. Je veux juste faire mon propos en disant que si l'État est fort, il nous écrase tous. Et s'il est faible, nous périssons. Tous. Ouais. Cela signifie qu'il faut trouver le juste milieu. Une façon de dire aussi qu'en République, c'est l'État qui a le monopole de la violence physique légitime. Ça veut dire qu'à un certain moment, l'État doit montrer qu'il est l'État. Parce que s'il cesse d'être l'État, on rentre dans la jungle ou dans l'état de nature. Oui. Parce que même pour faire grève, parce que moi je suis républicain, même pour faire grève, en droit on vous dit qu'il y a un préavis de grève. Ça veut dire qu'on ne surprend pas l'administration avec une grève. Oui. Il y a un préavis de grève et là on sait qu'à partir de tel moment, telle corporation va faire grève par rapport à tel problème qui n'a pas été résolu par l'État. On ne surprend pas les gens un matin avec une grève qu'on pourrait qualifier de sauvage entre guillemets. Et là, si l'État faiblit, ça peut amener les gens à penser que l'État du Cameroun n'existe plus. Je ne suis pas en train d'encourager la brutalité. Oui. Mais moi, je fais une analyse en tant que, j'ai envie de dire quoi, un homme de science. On pourrait penser que l'État n'existe plus, que maintenant, on peut se lever un matin, bloquer la route et l'État va faiblir. Je pense que c'est un message que l'État voulait faire passer, tout en espérant qu'ils vont intégrer justement les revendications qui ont été posées et qu'ils vont apporter les solutions pertinentes et profondes. D'accord. Vous dites que vous ne justifiez pas quand même aussi cette sortie brutale de l'État avec des engins lourds. J'ai envie de vous dire qu'il y a des situations où l'État, par rapport à l'obligation de faire sortir ses muscles, c'est pour ça que je vous ai dit, si l'État est trop faible, nous allons payer. Parce que chacun va se lever, il va bloquer la route. Trop fort, il va nous écraser tous. C'est pour ça qu'il faut le juste milieu. Et je pense que la situation telle qu'on l'a vécue à Menganga, peut-être qu'il fallait que l'État sorte le muscle. Vous savez, la théorie du bâton et la carotte, peut-être qu'il fallait que l'État sorte le muscle pour démontrer que n'oubliez pas que c'est l'État. Mais il faut pas la tâche de... Paul Stéphane. Oui. Est-ce que l'État aujourd'hui n'a pas eu, comme on dit dans mon village, hein, il faut tendre le pied pour que le serpent morde. Est-ce que les syndicalistes n'ont pas ouvert la porte eux-mêmes à ces réactions de l'État lorsqu'ils ont commencé à introduire des revendications purement politiciennes? Justement, on est dans une situation aujourd'hui où il est difficile Et voir après les camionneurs, on n'est pas au oiseau de mauvais augure, mais vous verrez que c'est au niveau des transporteurs urbains que la grève va se pencher. Et à chaque fois, on va convoquer les différentes parties, puisque aujourd'hui même, ils sont désormais divisés. On a plus les revendications politiques aujourd'hui même que les revendications syndicales. Parce qu'on a entendu les camionneurs dire qu'ils veulent la libération de tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale. Et quelqu'un a dit, et on le prend sur un plouc, quelqu'un a dit, celui qui vend les ne cherche pas. Il y a un président syndical qui se plaignait chez nos confrères de Balafon ce matin de ce que il y a une vingtaine de camions qui a été caillassés, détruits et autres. Oui. Et les pertes de marchandises s'élèveraient à plus de 500 millions de francs CFA. Jean-Jacques qui paie. L'État a sorti le muscle. On a vu comment le général Bombiswe, qui vient d'être nommé, a sorti l'artillerie lourde, lui-même l'était devant ses troupes pour dégager un peu le corridor. Parce que je rappelle que, et je le disais ici, lors du séjour du ministre de l'administration territoriale dans le Grand Nord, ce corridor ne dessert pas seulement les trois régions septentrionales. Il y a le Tchad qui est là. Quand on parle de corridor, on parle de la Centrafrique, on parle même du Nigeria voisin. Nigeria, oui. Donc quand vous ne paralysez pas seulement l'économie du pays, mais l'économie de toute la sous-région, Jean-Jacques. Mais après, nous serons les premiers à nous plaindre de ce que c'est difficile au Cameroun. Parce que l'économie 2026 va davantage être dur
Jean-Jacques Béat, qui a eu la chance de parcourir la loi de finances, ne va pas me démentir sur ce plateau. Alors, est-ce qu'on aura l'honorable Niemek, qui est président de la Confédération dans le secteur des transports routiers, pour nous dire un mot en direct sur Capital FM relativement à ce mouvement d'humeur des camionneurs et les solutions qui ont été trouvées? Est-ce que le patriarche est avec nous? Bonjour, patriarche. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir ce matin au pied levé, pratiquement. Où en est-on finalement avec cette situation sur la route Meganga-Ngaoundéré? Est-ce que tout est réglé maintenant? Bon, je peux vous dire que tout est mis sous contrôle. Tout est mis sous contrôle. Et l'État reste debout. On ne défie pas l'État. Alors, lorsque vous avez émis des revendications pertinentes syndicales, oui, et qu'après vous mélangez avec des revendications qui n'ont rien à foutre avec l'action syndicale comme politique, pour revendiquer la victoire de Stroma, le décès de Rissi et Kani, alors qu'est-ce que vous voudrez, l'État va répondre. L'État a répondu de la plus belle manière. Alors, en syndicat, on ne bloque pas la route. Oui. Vous avez le droit de gréver, ça nous vient du Code du travail et de l'OIT et du BIT. Mais ça suit un saut. Pour gréver, il faut d'abord envoyer le préavis de grève à l'autorité. Oui. Alors, et même bien que vous voulez gréver, vous ne devrez pas barrer la voie publique. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas concernés à votre grève doivent rouler librement. Oui. Et comme ils ont bloqué la voie publique, alors sortir avec les matières dans le quartier, alors on ne décide pas l'État, réponse politique, réponse nulle. Alors, vous êtes le président de la Confédération générale des syndicats des transports du Cameroun, président de la Confédération générale des syndicats des transports du Cameroun. Monsieur le Président, est-ce que ça n'est pas été un peu... Oui, Président, est-ce que finalement ça n'a pas été un peu violent, la méthode choisie par les pouvoirs publics pour libérer la route avec des pertes économiques énormes? Est-ce que ça n'a pas été un peu violent quand même? Ça a été violent, comme aussi le plan qui avait été aussi violent. Quand vous faites les conspirations nocturnes, les gens aussi vont faire des réponses violentes. Oui. Alors, il faut barrer la route. Et vous voyez que le gouverneur est descendu. Hein? Le dialogue social a quelques petits soucis de connexion, oui, avec le président. Oui. Allez-y, président, on vous écoute. Allez-y, président, on vous écoute. À partir du moment où l'autorité administrative est descendue, alors il a reçu vos doléances, ce qui se libérer la voie publique, c'est que chacun doit démarrer son véhicule. Si vous n'avez pas démarré le véhicule, alors prenez votre véhicule, allez dans le étage de tout, mais pas sur la voie publique. Oui. Ça, c'est la voie de l'État. Et l'État, c'est pour le bien. C'est clair. D'accord, la route a donc été... Comment vous allez faire pour calmer les membres, les syndiqués qui ont perdu leurs camions, qui ont perdu leurs marchandises? Je suis chef syndicat, je ne suis pas chef politique. Comme l'affaire a été contournée politiquement, leurs leaders politiques vont les calmer. Et leurs leaders politiques vont, n'est-ce pas, dédommager. Alors, mais je peux vous dire que rien ne sera dédommagé parce que quand on voit la guerre en Ukraine, comment la Russie bombarde les bateaux et tout, les dégâts alors, collatéraux. la communauté internationale ne peut pas s'insinuer là-bas, s'il s'ingérer. L'État du Cameroun est un État de souveraineté. Alors, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de dédommagement. Si quelqu'un voulait protéger son pays, il ne pourrait pas bloquer la voie publique. Mais il reste patriarche Niemek, que les revendications des camionneurs sont quand même pertinentes. Les tracasseries policières, et ainsi de suite, c'est quand même des revendications d'une pertinence avérée. Oui, effectivement, mais on va rentrer
dans l'aspect syndical. Pour le moment, on règle un aspect politique. Voilà. Quelqu'un envoie le message là, président, pour dire que vous-même, vous semblez ne pas être apolitique, alors que vous rappelez que le syndicat est apolitique, mais vous semblez être un soutien politique du président Paul Biya. Et on vous a même vu pendant la campagne. Le syndicat n'est pas une personne. Le syndicat, c'est une personne morale. C'est que l'ignore, c'est ça. Voilà, donc les personnes. À une personne, à un individu. Donc les individus peuvent être politiques, mais pas le syndicat. Les individus peuvent être politiques, mais pas le syndicat. C'est ce que vous êtes en train de dire. Pas le syndicat. Mais est-ce que vous pensez pouvoir être crédible auprès de vos camarades lorsque vous affichez ce soutien au président Biya et que vous rappelez que la route c'est Biya? La route c'est l'État, la route c'est pas Biya. Bon, pour le moment, la population, le peuple camerounais a investi Biya. C'est le président Biya qui a investi de tous les pouvoirs, donc il répond surtout ce qui lui est. Ce sont les droits de l'État en tous les cas, monsieur le directeur. Alors, il n'y a pas de président au Cameroun, le président de la République, c'est Biya. Que vous l'avez ou pas, il demeure le président de la République du Cameroun jusqu'en 2032. On est nous d'accord. devons lui donner beaucoup de respect et beaucoup de considération. Et lui accompagner à cette lourde tâche. On est d'accord là-dessus. Monsieur le Président, il reste qu'entre Douala et N'Djamena, Douala et Bangui, le nombre de contrôles est impressionnant. On est à plus de 90 postes de contrôle. Ça devrait vous déranger. Vous qui êtes proche du président Paul Biya. Ça m'a dérangé. J'ai dit que je vais rentrer maintenant pour formuler les revendications syndicales. D'accord. Parce que là où c'était en route, il n'y avait même pas aucun papier qui a été déposé à l'administration. Et je vais maintenant formuler les revendications purement syndicales. La revendication des conventions collectives, parce que leurs conventions collectives restent imprimées. Alors, et si les postes sont fracassés, la corruption galopante, je ne peux pas narrer tout de suite, mais ce n'est pas sur la voie publique. Les revendications, un socle. Le président de la République a donné un accent particulier pour être à l'écoute des revendications pertinentes. Donc, le dialogue social va agir d'ici une semaine. Merci beaucoup, Patriarche, d'être passé par ici pour nous dire exactement ce que la Confédération pense. Et on a l'impression que vous êtes d'accord avec le ministre de l'Administration territoriale qui veut la paix, qui vend les œufs, ne cherche pas la bagarre. C'est ce que vous dites à ceux qui ont perdu marchandises et camions. Je ne suis pas le ministre de l'Administration territoriale pour supporter son... Je reste IMF, mais sauf ce qu'il a dit est une vérité, nous devrons le soutenir. Alors, c'est clair. D'accord, merci beaucoup, Monsieur le Président de la Confédération. Monsieur le Président de la Confédération Générale des Syndicats des Transports du Cameroun, CGSTC, qui retrouve un peu à la fin de son propos ce que Norbert Olivier Baudet défendait tout à l'heure. Cette méthode forte utilisée par les pouvoirs publics, est-ce qu'elle s'imposait? Jean-Jacques, à un moment donné, il faut rappeler à l'enfant qu'il y a un père dans une maison. Oui. Ça, c'est à Tangandi alors. Oui, parfois il faut monter ça. Puisque vous parlez tout à l'heure des tracasseries policières. Oui. Nous sommes d'abord journalistes avant peut-être d'être parvenus sur ce plateau. Le DGSN, le ministre délégué, avait prescrit, bon, il reste encore à vérifier, qu'on supprime ces différents postes passés à l'époque, postes de gendarmerie, police, on parlait d'une cinquantaine justement. Il avait été question qu'on réduise et qu'on ne paye même plus. Je crois que avant ce débrayage, il y a eu une autre négociation avec le ministère des Transports, où il était question qu'on ne contrôle plus, que les préventions ne dérangent plus ces camionneurs. Donc les négociations se font chaque fois. Mais de manière sibylline, il y a un glissement politique. Oui. Et c'est le glissement politique qui fait en sorte aujourd'hui que le général Bombiswe et ses troupes se déploient pour dire que bon, comme les négociations n'ont pas abouti, on va donc sortir le muscle. Et on a donc sorti, on a vu
C'était pas caché. Ça a été filmé, c'est même sur les réseaux sociaux. On a vu les engins dégager cette voie publique. Il n'y a pas que les camionneurs sur ce corridor. Il y a les gens qui travaillent également dans les SAM, non? Qui vont chez eux, qui retrouvent les familles. Bien sûr. Qui ont eu des événements à honorer. Heureux et même malheureux et autres. Donc, si vous avez des revendications, créez un parti politique. L'administration territoriale... le syndicat est fait pour les revendications. Justement, je suis d'accord, mais dit que les revendications politiques, Jean-Jacques, je parle bien des revendications politiques. D'accord. Parce qu'à chaque fois qu'il y a les revendications syndicales, je crois quand même que toutes les parties sont écoutées. Mais quand, et vous connaissez que nous sommes dans une période de tension très forte, elle n'est pas totalement retombée. Nous sortons d'une présidentielle, il y a eu des mots sur le carreau, il y a eu des arrestations et autres. Donc aujourd'hui, tout le monde on peut te coller une étiquette pour une revendication normale, Jean-Jacques. Donc il faudrait qu'on soit prudent et qu'on évite de franchir la ligne rouge. Parce que si l'État a le sentiment aujourd'hui qu'il est défié, vous avez vu, permettez-moi cette glissade, vous avez vu avec la FEGAFO, certains ont dit que non, on avait mis l'État à genoux, ainsi de suite. Mais l'État ne va pas continuer à se laisser faire, Jean-Jacques. À un moment donné, non, il faut que l'État sorte le muscle. Et quelqu'un a dit l'ordre régnera. Et l'ordre est en train de régner. On voit ça avec ces images. D'accord. Lui, David Lobet, sur cette situation, il y a des revendications pertinentes des camionneurs. Elles ne sont pas nouvelles, ces revendications-là. Les négociations évoquées par les uns et les autres ont eu lieu chaque année pratiquement sur les mêmes sujets, cette tracasserie, cette corruption sur le corridor. Et puis les camionneurs ont décidé, à la suite d'un incident finalement, de bloquer la route, peut-être pour se faire entendre. Jean-Jacques Zé, la récurrence et la redondance des mouvements d'humeur et des revendications sont symptomatiques du mal-être camerounais. Les réclamations pratiques formulées par les camionneurs ne sont pas une vue de l'esprit. Alors, on va peut-être prendre une petite pause, question de par le marcheur au téléphone qui se signale. Allô, bonjour. Ah, c'est que je confonds. Moi, je suis à la télé avec Info TV, s'il vous plaît. D'accord. Mais là-bas aussi, allons-y, lui, David. Alors, je disais que ces réclamations ne relèvent pas de l'imagination fertile des camionneurs, mais elles sont le corollaire d'un ensemble de tracasseries. Oui. D'abord, des tracasseries liées à l'état piteux et pitoyable de la route. Ah, c'est incroyable. Nous n'allons pas revenir là-dessus parce que toute une litanie en termes d'indignation a été formulée sur le réseau routier moyenâgeux de notre pays. Ensuite, il y a la rapacité et la boulimie incroyable des forces de l'ordre qui ont transformé les postes de contrôle en véritables comptoirs commerciaux. Lorsque vous êtes interpellé, ce n'est pas dans le but de vérifier de l'effectivité ou de l'authenticité de vos pièces, mais c'est davantage de passer à... Il y a même un camionneur qui a dit quand votre dossier est complet, on le balance, on le jette là-bas derrière, comme c'est quoi ton affaire. C'est de contribuer à une espèce de quête quotidienne dont le montant... Surtout en cette période des fêtes. Le montant oscille entre 5 000 et 10 000 francs. Enfin, il y a l'insécurité. Au-delà de tout, l'insécurité marquée par le gangstérisme constitue toujours une priorité. Alors, ce basculement des revendications syndicales vers des réclamations politiques ou politiciennes démontre que l'élection présidentielle a laissé des stigmates qui sont encore vifs. Et une large frange des Camerounais était acquise au changement. Parce que lorsque nos compatriotes camionneurs militent ou en appellent à la libération de certains de nos compatriotes embastillés, cela est l'expression d'une solidarité, mais davantage d'une colère face à une pratique qui ne relève pas de la démocratie. Au-delà et malgré tout, on est libre d'émettre un point de vue contraire à celui de l'ordre ambiant. Alors, chaque année, des indignations, des revendications sont formulées dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations en général, mais davantage sur la sérénité
dans le comportement des camionneurs. Que fait-on de ce chapelet de réclamation? On les enfuit dans les tiroirs poussiéreux. On attend que la situation dégénère pour envisager le dialogue. Cette fois, les camionneurs ont été fermes et l'État a été obligé d'user de la sauvagerie et de la brutalité. Moi, je ne suis pas pour cette option. Parce qu'au-delà de tout... Mais il y a quand même la voie publique qui a été obstruée. Oui, la voie publique a été obstruée. C'est une infraction. La voie publique a été obstruée. Mais êtes-vous sûr que la nature ou la qualité du discours véhiculé par les autorités administratives ou traditionnelles allait dans le sens de l'apaisement? Parce que nous avons vu le gouverneur et nous avons vu le préfet. Sont-ils allés dans l'optique d'écouter et de désamorcer le mécontentement des populations? Mais le gouverneur, puisque les experts... Où sont-ils allés pour instruire, pour donner des injonctions? Parce qu'il faut d'abord commencer par là. Mais on a écouté le gouverneur, lui, David Lobé. Oui, on a écouté le gouverneur tenir le discours officiel ou s'adresser aux camionneurs. Parce que... Et dès que vos revendications ont été prises en compte, oui, les premières mesures ont d'ailleurs été immédiates. Il y a des postes de contrôle qui ont été démantelés de ce côté-là. Mais que lui ne comprend pas le glissement de ces revendications. Il a même dit que moi, je ne suis pas sorcier. Je n'écoute pas les choses. D'accord. Le glissement est justement tributaire de l'inefficacité de la première approche qui a été la sienne, c'est-à-dire établir le dialogue. Dans l'un ou l'autre cas, lorsqu'il y a cet amoncellement de réclamations, on vire très rapidement vers la colère. Cette colère peut être brutale, comme elle peut être sournoise. Il faut que les forces publiques s'appesantissent sur les réclamations formulées par les différents corps. Les réclamations sont bien connues. Il y en a une liste qui a circulé depuis quelque temps. Mais on a dissocié demander l'eau d'un quartier. Alors, on a quelques petits soucis de connexion avec Paul Stéphane, mais on a l'essentiel de son propos. Il est resté dans la science. Jean-Jacques Béat, est-ce que c'est la science qui s'impose dans la lecture de cette situation? Dans la lecture de cette situation, la science va nous amener dans un débat où on va plus en sortir, Jean-Jacques. Oui, parce que dans la science, on a un monde parfait. Mais ici, nous parlons du Cameroun, qui est un monde, qui est un pays imparfait sur tous ses bords. La revendication a dévié. Ça veut dire qu'elle est partie d'une revendication syndicale, elle est devenue politique. Et à ce titre, ils ont perdu l'essence même de la revendication. D'abord, en obstruant la chaussée, ce qui a causé un embouteillage sur près de 60 ou 70 km. Et imaginez-vous ne pas pouvoir circuler sur près de 70 km. Parce qu'ils ont le choix. C'est de garer les camions. C'est de garer le camion à côté et ne pas transporter la marchandise. Là, ils paralysent effectivement le tissu économique. Et ceux qui ont des marchandises bloquées dans les camions donc, vont toucher leur consortium, ça peut être le JICAM et consorts, pour répercuter la douleur qu'ils perçoivent ou le manque à gagner, qu'ils a répercuté à l'État immédiatement. Mais lorsque vous observez dans la chaussée, là vous vous mettez à porte-à-faux avec l'État. Et j'aime bien ce que Monunga dit, si l'État est faible, nous périssons, si elle est fort, si l'État est fort, ils écrasent tous. Mais maintenant, Jean-Jacques, cette revendication ne date pas d'aujourd'hui. Alors, on revient à la revendication pertinente elle-même. Monsieur Mobita, vous êtes là, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Allons-y. Oui, bonjour à ton panel et bonjour ma chère. Oui. Jean-Jacques, il faut dire que le Cameroun, finalement, on ne comprend plus rien au pays. Si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué, c'est ça? Oui, bien sûr. Voyez-vous, on parle de revendications. Il faut toujours qu'on se souvienne que chaque chose, tous les pans de la société camerounaise, tous les pans sont régulés, ont des textes. Oui. Les camionneurs ont pleinement raison. Sauf que dans leur raison, ils ont perdu toute objectivité parce que la revendication n'a pas été bien faite. Ils peuvent faire grève, mais dans quelles conditions? C'est encadré.
est-ce que vous, parce que vous avez des revendications des journalistes, vous allez aller peut-être au niveau de la poste centrale ou à la poste centrale et bloquer la route? Non. Il y a un cadre sur lequel il avait s'appuyer pour faire la grève et non bloquer la route. Jean-Jacques, une journée de blocus, c'est des milliards. On parle de la violence de l'État. Je ne pense pas que l'État ait pris ça en première option. C'est au 4e jour que c'est arrivé. Et pendant de la première journée, des premières heures de la situation, jusqu'au 4e jour, là, il y a eu des tentatives de négociation. Quelque part, on reproche beaucoup à notre État, à nos gouvernants, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on soit logique, qu'on comprenne vraiment la situation. On a renversé peut-être 5 à 10 camions. Comparé à la perte de tout ce que, de toute une journée, les 10 camions-là ne valent pas vraiment ça. Ça veut dire qu'on peut dédommager ces camions-là, ces marchandises-là, et sauver l'essentiel, qui était toute la journée. Si en une journée, on peut perdre 8 milliards, et qu'on a renversé des marchandises d'1 million ou de 50 millions, c'est encore mieux. D'accord. Et les camionneurs ne peuvent pas... je pense que l'activité syndicale est encadrée et elle doit être apolitique, non, Jean-Jacques? Oui, c'est ce que le président de la Confédération syndicale a rappelé ce matin, que c'est des activités apolitiques. Donc, d'où vient-il que vous commencez vos revendications et vous introduisez la libération des prisonniers politiques? Ça a un sens, Jean-Jacques. Et quand vous le faites, ça veut dire que vous tendez la perche, comme vous avez dit, vous avez tendu le pied pour que le serpent vous morde. Oui. Vous tendez la perche au gouvernement d'agir maintenant, juste par ces détails-là. Alors que dès le départ, vous aviez pleinement raison, vous avez vraiment des éléments sur lesquels on pouvait se pencher pour essayer de résoudre votre problème. Et le problème ne se résout pas pourquoi? C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas qu'un pan d'une société, c'est tout le Cameroun qui est malade, Jean-Jacques. Prenez la situation des conducteurs, mettez-la à un autre pan de société, vous trouverez les mêmes choses, les mêmes griefs. Le gouvernement a dit avoir pris des mesures. Ça fait à peine 2 mois, un mois même, parce que c'était pendant la crise post-électorale là. Et c'était qui le ministre? Le ministre a annoncé avoir pris des mesures. Il n'a pas associé les parties prenantes qui étaient la DGSN, l'OCED et tout. Vous avez vu après, l'OCED a sorti son communiqué qui allait à l'encontre de ce que le ministre avait dit. Oui. Et vous croyez que le problème c'est où? Mais c'est pas nous. On le vit au quotidien. Donc tout ce qu'on va faire là, les camionneurs, ça va finir aujourd'hui avec les camionneurs. Et demain, ce sera un autre plan. Et on aura les mêmes choses, la même réaction, les mêmes griefs. D'accord. Le problème est politique. Merci beaucoup, M. Moupita. On n'avance pas. Les revendications évoquées par les camionneurs aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui, justement. C'est ce que Jean-Jacques Bia était en train de dire. Oui, elles ne datent pas d'aujourd'hui. En parlant de revendications, maintenant, allons dans la revendication en elle-même. Est-elle légitime, est-elle légale? À un moment donné, quand les camionneurs décident pour revendiquer, ils ont des patrons, ces camionneurs. Généralement, on a dit ici, ce n'est pas ceux qui sont au volant, qui sont véritablement les camionneurs, c'est les propriétaires de camions, qui revendiquent que le trop de raquettes sur le corridor Douala-N'Djamena. Le trop de raquettes. Parce qu'il peut y avoir des raquettes, mais il y a un trop de raquettes sur ce corridor. Insupportable. Et lorsqu'on constate donc que l'État, dans son budget, déclare 12 milliards de recettes sur les axes, sur nos axes, on commence à se poser les bonnes questions. Maintenant, les camionneurs sont sortis de leur cadre, ou bien de leur cocon, ou bien de leur bulle, pour entrer dans un pan qui ne les concerne pas, qui est la politique. À ce moment, ils ont perdu même la légitimité de leurs revendications. Maintenant, Jean-Jacques Zé. Donc l'État peut dormir tranquille. Hein? Non. On a démantelé un poste de contrôle sur les 90 à peu près qui existent. Je ne suis pas en train de dire que l'État dort tranquille. Je suis en train de dire aux camionneurs que ne sortez jamais de votre revendication première, de celle qui fait votre essence. Et là, vous avez raison, et la population camerounaise connaît les difficultés sur
sur cette taxe ce que vous souffrez. Mais on pense qu'eux aussi, ils ont certainement été manipulés. Vous avez vu les influenceurs qui ont associé tout cela aux revendications post-électorales, qui disaient que l'opération vise à asphyxier les grandes villes, Yaoundé et Douala. Si on coupe l'axe du Nord, eh bien vous mourrez de faim. Il faut donc couper. Oui, Jean-Jacques, je peux comprendre ça. Mais je dis, quand on est quand même un syndicat, on a à la tête des syndicats des personnes capables de comprendre les enjeux de ce qui se joue actuellement. Maintenant, par le régime maintenant, aussi. Il y a des gens des syndicats qui sont pro-régime et d'autres qui ne le sont pas. Du coup, quand je parle de la revendication et je parle de ce qui devait se faire normalement, on voit que l'État a utilisé la seule faille donnée par les syndicats ou bien par les camionneurs pour venir brutaliser effectivement ces camions. Parce qu'il faut dire, Jean Jazé, la brutalité ne résout pas le problème. La brutalité ne permet pas d'enlever les 90 contrôles sur la route. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Puisque si les camionneurs se plaignent du surtrop de la quête sur cette taxe, créez donc des postes fixes ou des guichets fixes de paiement de tout ce qui va se passer sur cette taxe-là. Quand le camionneur paye, quand il passe à un contrôle, il sort ce document, on regarde, il passe. Simplement comme bonjour, et ça va faire entrer l'argent dans les caisses de l'État. Mais l'État actuellement, comme ils sont complices de cette prébande, ils vivent de ça. Ils utilisent donc la violence pour brimer ceux qui souffrent de cette taxe-là tous les jours et qui sont obligés de quitter l'axe central pour prendre des raccourcis avec les camions, avec des marchandises de plus de 400 millions de clients, où ils risquent même de se faire agresser par des bandes armées qu'on n'a pas encore résolu le problème. Et c'est à ces camionneurs-là qu'on vient imposer la brutalité. Pourtant, il faut résoudre le problème. La route est mauvaise, premièrement. Et je vous dis, je ne vais pas citer les zones, mais il y a des camionneurs qui sont obligés de quitter l'axe pour aller prendre des sentiers, pour revenir après sur 100 km pour pouvoir circuler, parce que ça ne circule pas. Et à ce moment, quand ils pleurent donc, les larmes coulent à chaudes larmes. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Soyons quand même humains. Quand on vous parle pendant plus de 5 ans de la même chose, de la même question, à un moment donné, on passe à la méthode forte, que je condamne d'ailleurs. Mais on passe à la méthode forte pour faire comprendre que ici, il y a un problème qu'il faut résoudre. Ne pas venir à censer ce qu'il contrôle. On connaît tous ces... L'État connaît tous ces postes. Le gouverneur qui était là-bas connaît les FMO. Encore que les gens qui sont sur ces postes, au niveau de ces postes de contrôle, ne cachent pas leur embonpoint. Il y a toujours un ou deux véhicules non immatriculés garés, les portières ouvertes. Voyez un gars, il n'a même pas les guillemets à l'épaule, mais il a des gros véhicules. Ils font comment? Ils prennent l'argent où? Il y a des signes ostentatoires de bien-être. Combien on gagne lorsqu'on est à ce niveau-là et qu'on affiche tout cela. Mais il y a un casse-tête. On est d'accord que les contrôles, dans le fond, ce n'est pas une mauvaise chose. Le nombre peut être problématique, mais les camions transportent finalement tout sur ces axes routiers. Et la drogue, et les armes, et un peu de tout. Je suis d'accord, Jean Jazé. C'est pourquoi, à chaque poste, on doit indiquer le rôle de ce poste-là. Ouais. Est-ce que ce poste-là est fait pour contrôler la drogue ou bien pour prendre l'argent aux camionneurs? Il faut qu'on sache cela. Parce qu'il y a un poste, je ne sais pas trop, il y a un poste avant le paysage, avant la totale Mayos, il y a un poste des douaniers là. Faites seulement là 10 minutes. Vous allez voir comment ça réagit. Vous allez comprendre donc qu'ils ne sont même pas là pour contrôler ce qu'il y a dans le camion. Ils sont là pour voir s'il y a les 5000 dans le dossier. C'est tout, Jean-Jacques. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Parce que les armes sont aujourd'hui en circulation. Les produits frélatés sont abondamment en circulation dans notre pays. Parce que le contrôle ne s'occupe pas de ça. Ils ne s'occupent pas de ça. Ils s'occupent à savoir s'il y a les 5000 francs, ils prennent les passes. C'est pourquoi je dis, si on veut arranger le problème des camionneurs, même pas des camionneurs, des Camerounais, puisque nous tous nous souffrons sur cette route-là, des Camerounais, mettons des contrôles bien indiqués, formalisés avec des scanners indiqués, ou à peu près comme les paysages, mais pas sur les axes. Ça veut dire que le camionneur, quand il arrive, il sait qu'il doit aller à gauche ou à droite. Il passe par un scanner, on scanne ce qu'il y a dans le camion et il continue. Et il a maintenant un ticket de validité ou bien de conformité de sa marchandise qu'il présente le long de la route jusqu'à N'Djamena où il part. Lorsqu'il va s'arrêter à Manjou, il va changer de marchandise. Lorsqu'il va s'arrêter à Garoua-Boulaye, il peut embarquer autre chose. C'est ça aussi la difficulté. Oui, c'est ça la difficulté. Jean-Jacques, quand on écoute votre monnaie... On prend rapidement un marché au téléphone. Allô, bonjour.
Ah, il est parti On le a pas marcheur. sanctionné les footballs. Oui, Norbert. Quand on écoute votre homonie, moi, le sentiment aujourd'hui qu'on peut donner ces camionneurs à Dieu sans confession. Ouais. Il y a aussi que, il y a aussi, et s'ils sont toujours en règle même. Permets, je vais juste ajouter un peu dans votre moulin. J'allais à un deuil du côté de Ebolova, comme au village à Loum, où la route est, vous connaissez bien l'état de la route. Oui. Mais là-bas, comme le petit conducteur sait qu'il n'a pas de papier, lui-même, quand il arrive à un poste, il s'arrête, il sait qu'on lui met 1500 aux gendarmes, qui est parfois seul avec une branche d'arbre. Voilà. Donc, parfois, ces contrôles policiers, c'est parce que généralement, quand on donne même l'argent à ces gens de payer, du moins les différentes taxes, les pompes sur les autres là, ils contournent les autres. Donc, ils ont fait ami. Et aujourd'hui, on dit quand tu tends la main, c'est pas de mort. Je suis d'accord. C'est aujourd'hui donc que si donc vous prenez 1500 du chauffeur qui n'est pas en règle, vous êtes complice. Et l'État est donc complice. C'est ce qu'il faut comprendre, que l'État est complice. Parce que l'État sait bien que ces gens n'ont pas toutes les pièces et n'ont pas tous les documents possibles et ne déclarent pas toute la marchandise qu'ils transportent. Oui. Du coup, l'État donc se joue de ça pour prendre de l'argent dans le dos des personnes qui sont en danger. Parce que lorsque vous quittez avec un chargement... Un tonnage même qui va au-delà. Mais attendez, je vous ai parlé de la zone. Oui. Allez-y là-bas. Avant tout le Mayos, il y a le paysage, il y a le contrôle douanier. Il y a le contrôle douanier. Allez là-bas, faites seulement là-bas 10 minutes. Vous allez détester le Cameroun, votre pays, parce que là-bas, il n'y a rien. Donc, il y a tout sauf le contrôle qu'ils font là-bas. Il n'y a pas de contrôle donc utile. Tout est dans la corruption. On salue Aladi Yaouba Aman qui est connecté. Bonjour frère. On salue Martin Gonon particulièrement parce qu'il nous dit bonjour. Les marcheurs présents depuis Meganga. Bon début de semaine. Il est sur le corridor. On salue Meganga. On espère que ça circule effectivement de ce côté. La problématique, le problème de fond de ces camionneurs, ce sont les tracasseries, c'est la corruption, c'est le racket sur le corridor avec une multitude de postes de contrôle. Il y a des endroits où c'est la mairie qui contrôle. On ne sait même plus à qui il y a des barrières économiques. Et tout le monde veut vivre. La mairie est là, la douane est là, les forestiers sont également là, la police, la gendarmerie. Parfois même le syndicat là. Et vous avez des postes de contrôle quand vous entrez à Yos, vous trouvez 3-4 qui sont alignés à une distance très réduite. Quelqu'un a dit que tout cela est pensé et que c'est le carburant du régime, c'est-à-dire la corruption. Rien n'est méconnu en haut lieu. Vous le dites fort opportunément, Jean-Javier. Il y a une coalition d'éléments qui ont finalement débouché sur ce mécontentement. Face au souci de l'égalité que nous a opposé le politologue Stéphane Menonga, moi je veux parler des aspirations. Parce que les camionneurs n'ont pas réagi de façon irruptive. C'est un processus qui tient d'une série de requêtes dûment formulées et adressées aux autorités. Et dans le cas d'espèce, il est important de relever ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette crise? C'est une bagarre entre un policier et un camionneur. Oui. Alors, un homme en tenue, c'est pas un homme en tenue. Oui, un homme en tenue. Cela pose d'abord la problématique du professionnalisme des hommes en tenue sur la voie publique. Parce que quel que soit le niveau de dérapage du citoyen, le rôle de l'homme en tenue est de le contenir, de se contenir et de l'amener à la raison. Mais qui voyons-nous très souvent comme hommes en tenue sur la place publique? Ce sont des gens qui sont dans un état d'ébriété phénoménal. Ce sont des gens qui sont d'une cupidité pentagruélique lorsqu'il faut réclamer 500 ou 1000 francs. Ce sont des gens qui portent des tenues défraîchies. Ce sont des gens qui ont le moral cassé. Parce que, sachant que leur carrière est quasiment déjà au crépuscule. C'est donc ce type d'individus qui font office de force de maintien de l'ordre, qui sont en mission de collecte d'argent. Il faut donc que... C'est les gens qui font une cotisation chaque semaine. Hein. On est les gars, les responsabilités doivent donc être dégagées. D'abord ici, le DGSN, qui doit être inlassable et imparable dans l'œuvre de pédagogie. Parce que ces éléments
au-delà de tout ce qu'il entreprend, sont des charançons dans cette société camerounaise. Il est de notoriété publique que les policiers sont des vecteurs de corruption inouïs. Et ces policiers sont également nuisibles. Donc c'est donc cette bagarre qu'il y a eu. Deuxièmement, il y a l'état d'esprit, non pas des camionneurs, mais des Camerounais. Parce que ce que nous considérons ici comme une pratique antidémocratique, c'est-à-dire l'embastiment de certains compatriotes, est mal perçu. Le score relativement bas du président de la République a été un indicateur sans appel de cette volonté de voir changer les choses. Et les Camerounais ne sont pas sereins. Nous sommes dans un état de colère, d'angoisse, d'anxiété. Et la moindre étincelle peut déboucher sur une espèce d'incendie dévastatrice. Il faut donc que les... On se méfie de ces étincelles-là. Justement. Un citoyen qui est giflé par un homme en tenue, on peut prendre ça comme un fait anodin, entre guillemets, mais on sait qu'en Tunisie, la révolution est partie d'un vendeur d'orange. Oui, moi, Zizi, pour ne pas le nommer. Donc, voilà. Vous avez fini? J'ai fini, non, ça va pour moi. Ça va pour moi. D'accord, mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué, Francis Bonga, de répondre aux attentes des camionneurs? On évoquait tout à l'heure le camionneur qui n'est pas totalement sain, au-delà de ce qui se passe, mais ils ont parfois tendance à transporter des choses qui n'ont pas été enregistrées au départ. Il s'arrête par-ci. Il prend les régimes de plantain par là. Ça encore, ça peut marcher. Mais on me dit que c'est là qui partent de N'Djamena. Oui. Quelqu'un m'a dit qu'au Tchad, quand on veut faire rafle pour contrôler un peu la circulation des armes, ce sont les bennes qui viennent prendre les quantités d'armes qu'on récupère dans les voitures. Mais il y a également les camionneurs qui sont complices du trafic de drogue, des armes et tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que finalement, lever ces contrôles, si ces contrôles travaillent bien, n'est pas ouvrir la voie justement à tous ces trafics-là? Non, on ne peut pas lever les contrôles. Ce n'est pas possible. Les camionneurs ne peuvent pas demander cela à l'État. Lever les contrôles suppose qu'on laisse le feu vert à la circulation de toute forme de choses indélicates. Ce n'est pas possible. Ils font quel trajet? Vont de N'Djamena. Ils traversent l'Est. Ils viennent à Yaoundé. Non, mais ce n'est pas possible du tout. Ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser au mieux ceux qui contrôlent et de les mettre dans de bonnes conditions. Et leur dire ce qu'ils courent comme risque si jamais ils sont surpris en flagrant délit je sais pas moi, de corruption et tout ce que vous imaginez. Ou de raquettes. Effectivement, je dis voilà ce que l'administration peut faire. On ne peut pas, les camionneurs ne peuvent pas demander qu'on lève complètement le contrôle. Ce n'est pas possible. Autre chose, c'est que tout à l'heure, il y a un précédent auditeur qui rappelait comment est-ce qu'on arrive à faire grève. L'État a prévu que le citoyen, que le travailleur peut être mal à l'aise. Et on dit donc que dans les lois de notre pays, les grèves sont encadrées. Oui. Vous devez informer la hiérarchie des transports, je ne sais pas trop, du ministère du Travail, de ce que vous êtes en train d'entreprendre, faire grève. Et vous indiquez clairement les raisons pour lesquelles vous voulez faire grève. Il y a un préavis. Un préavis de grève. À partir de ce moment, c'est si l'administration ne donne pas suite à votre préavis de grève, après un certain temps, que vous pouvez mettre votre grève en application. Mais très souvent, on l'a souvent observé, quand une organisation syndicale a envoyé un préavis de grève, très souvent, les négociations commencent. Le ministre du Travail et des Affaires sociales, du Travail et de la Sécurité sociale, prend souvent des dispositions, convoque les différentes leaders pour le dialogue social. Ça s'est toujours fait. Donc je me demande, est-ce que ces syndicats ont informé la hiérarchie de ce qu'ils voulaient faire grève? S'ils ont simplement supprimé la hiérarchie, ce qui semble être le cas, ils doivent savoir que c'est eux qui sont en tort. Comme on dit au village, tu enlèves la main dans le... Oui, et l'État, à certains moments, justement, ne peut pas se montrer faible. L'État doit rester ferme dans la maison. Parce que si l'État fléchit face à des personnes qui sont manifestement
hors la loi. Parce que quand vous n'avez pas respecté la loi, parce que quand on dit hors la loi, il y a parce qu'on les a insultés. Quand on dit qu'on est hors la loi, c'est qu'on n'a pas respecté la loi. Norbert Olivier Baudé, si notre loi dispose que on ne doit pas jeter la peau de l'orange en route, dès lors que vous l'avez fait, vous êtes un hors la loi. Hors la loi, c'est pas seulement celui qui a cassé la maison. Non. Hors la loi, c'est aussi toi qui n'as pas conformé respecté à la loi. Tout simplement. Donc, qu'on dise que les gens sont hors la loi, qu'ils ne pensent pas qu'ils sont des brigands. Bon, encore que être hors la loi, je ne sais pas trop si ça. Mais c'est que tu n'as pas respecté la loi. On te dit que la loi voudrait que tu fasses un préavis. Tu n'as pas fait de préavis. Tu es hors la loi. Donc, l'État, dans sa posture, peut justement mettre en branle tout ce qu'il a comme... La force publique. Oui, comme élément de force publique pour te contraindre à te conformer. Et je crois que c'est en cela qu'on peut observer ce qui s'est passé parce que vous bloquez... Ce n'est pas seulement du brutalisme. C'est pas seulement du brutalisme. C'est aussi la force de la loi. Voilà. C'est aussi la force de la loi. Il y avait un avocat de regrettée mémoire, Maître Biok. Ouais. On s'est retrouvé... Un brillant. On s'est retrouvé un procès à l'époque, PDG du groupe L'Anecdote, qu'on accusait d'avoir... Hector, vous patientez 15 secondes. Hein, d'avoir fait tabasser le professeur Fouguet. On était au tribunal militaire, je crois. Et Maître Biok s'est levé. Il dit au tribunal que... Mais comment ces gens peuvent dire qu'on les a brutalisés? Ils ont été mis en respect par un gendarme. Et le gendarme a en lui ce qu'on appelle la force de la loi. Et même les films américains, quand vous les regardez, dès qu'on interpelle un individu pour le mettre dans la voiture, on lui pose la main sur la tête. C'est la force de la loi. Ah d'accord, on a compris finalement que c'est parfois quand l'État... On pensait qu'on protégeait la tête des... Non, c'est la force de la loi. Vous te dites que la force qui s'exerce sur toi, ce n'est pas ma main. C'est la force de la loi. Le verre jaune. Hector, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à Francis Bonga, bonjour à Norbert Baudé, bonjour à Jean-Jacques Béat. Alors sur la question, la grève des camionneurs et la réaction de l'État. Je pense que les camionneurs voulaient faire ce que tout le monde aurait pu faire, aurait bien voulu faire. Donc, profiter d'un mouvement de foule pour faire entendre leurs revendications, c'est de bonne guerre. Donc, il faut toujours un incident pour vous faire remonter un certain nombre de frustrations. Oui. Sauf que cet accident-là a eu... Oui, allons-y. Non, allez-y, vous voulez me relancer. Non, c'est vous qui avez la parole. Ok. Bon, pour moi, je pense plutôt qu'il faudrait qu'on arrête cette corruption organisée au niveau de nos forces de maintien de l'ordre. Parce qu'il faudrait qu'on se le dise la vérité ici pour personne absent. Du délégué régional à la sûreté nationale jusqu'au simple gardien de la paix, pour ceux qui sont en route, ils ont des montants qu'ils envoient à leurs différentes hiérarchies et cela vient du racket de ceux qui sont en route. C'est officiel et c'est comme ça que ça se passe. Donc ça veut dire que si on t'a envoyé dans un poste de contrôle, vous devez rendre le chef de poste sait qu'il a un montant qu'il doit recevoir de vous. Le CR, le compte rendu. Pour lui, pour rien. Donc ça veut dire qu'il faudrait aussi que vous-même aussi vous ayez votre code part pour aller verser la vôtre. Donc on ne peut pas mettre fin exactement à ce qui se passe sur les axes routiers. C'est lui, David Lobeka, parlait de mission. Ils sont en mission, ces gens-là. Ils doivent venir rendre compte à la hiérarchie. Si vous rendez mal compte, on ne vous envoie plus jamais en route. Et moi, je connais un gendarme qui a pleuré, qui a appelé. Est-ce que tu n'as pas de relation au CED? Ma retraite, c'est bientôt. On me refuse d'aller en route. Il dit, mais au lieu de dormir chez toi, tu pleures d'aller en route. Il dit que tu n'as rien compris. Soit que je me prépare ma retraite et on me refuse la route. C'est grave. Hector, c'est donc quelque chose qu'on ne peut pas facilement arrêter. Est-ce qu'il est encore là, Hector? Est-ce qu'il est parti, Hector? Il faut rappeler qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement de grève coordonné. Il s'agit d'un élan de solidarité des camionneurs face au comportement déviant d'un policier sur l'un des leurs. Oui.
ils arrivent donc en solidarité et font face à l'insolence du policier. Cela les met donc dans un état second et ils décident donc spontanément de réagir. La seule réaction perceptible de leur point de vue est donc de bloquer momentanément la circulation. Mais 5 jours. Je dis, c'était momentanément. Ouais. Cette durée est imputable à l'incapacité des autorités administratives à dialoguer de façon efficace. C'est la nature du dialogue qui doit être questionnée ici. Qu'est-ce qu'on leur a dit lorsqu'ils ont décidé de bloquer la route en premier? Qu'est-ce qu'on leur a d'abord dit? Parce que nous sommes dans un pays dont nous maîtrisons les usages et les réflexes. Le premier des réflexes des autorités, tous azimuts, c'est-à-dire qu'elles soient politiques, traditionnelles, administratives ou de toutes autres ordres, c'est d'abord l'insolence. Ensuite, c'est la menace, la brimade. C'est donc face à cette attitude que les camionneurs se sont donc braqués. Ce qu'il faut donc questionner ici, ce n'est non pas l'application de la loi qui n'a pas été respectée dans le cadre de ce mouvement de grève, oui, mais c'est surtout l'attitude, ou du moins le degré de dialogue social dans ce pays. Et en passant, qu'a donc dit le ministre des Transports, qu'a dit le ministre du Travail, qu'a dit le ministre tel, qu'a dit le DGSL, toutes les parties prenantes autour de ce conflit? Vous les avez écoutés? Oui, il me semble que non. On a envoyé quelques sapeurs-pompiers, notamment le gouverneur, pour aller se mouiller. De quel charisme ou de quelle envergure le gouverneur peut être... Oui, c'est le gouverneur. Oui, oui, le représentant de tous les ministres. Oui, le représentant de tous les ministres. On a donc vu comment il a été foireux dans le processus de négociation. Normalement, il doit être démis. Comment ça? C'est un gouverneur incapable. Si vous ne pouvez pas dégréver une situation de cette nature, il ne me semble pas que ce sont des situations complexes que vous pourrez surmonter. Pourtant, pourtant, on a vu toute la complexité de l'affaire. On a vu la complexité. Vous savez, Jean-Jacques, ces gens se prélassent. 4-5 jours, ça veut dire que l'affaire était... Ces gens ne travaillent pas, ils se prélassent très souvent. Et face à la situation la plus complexe, on voit donc leur niveau de compétence. Le syndicalisme est un contrepoids de la politique formelle. C'est vieux comme le monde. Lorsque le syndicat des enseignants, au cours de sa prochaine grève, demandera la libération de leurs membres arrêtés pendant la crise post-électorale, parlerez-vous de revendications politiques? Ça, c'est une question qu'on vous envoie. Monsieur Jean-Jacques Zé, la souffrance circule dans les couches de la société camerounaise comme dans des vases communicants. Ne soyons donc pas surpris que les Bayam Selam endossent les problèmes des journalistes, par exemple. Vous savez, quand tout le monde connaît déjà votre secret ou votre talon d'Achille, vous ne vivrez que l'anarchie que vous pourrez considérer comme du chantage, si vous voulez. La loi dispose-t-elle des gifles dans le règlement des infractions routières? Non, il n'y a pas de gifles là-bas. Si le gendarme avait été sanctionné, qui vous dit que la situation n'aurait pas été rapidement gérée? Attention, les Camerounais sont en train de connaître tout le fonctionnement de l'État. Un moment viendra où l'État sera très prévisible. Et pour finir, votre artiste coup de cœur là dit le sang suit la veine. Les enfants voient leurs parents aller fêter leurs anniversaires à l'étranger. Eux aussi vont maintenant s'y marier. L'État n'est plus debout. Il est aux abois. Merci, M. Zé, pour cette contribution. On va sortir l'émission. Jean-Jacques, je ne vais pas laisser lui, David, balayer derrière la main le travail de tout un gouverneur des régions. Oui. Je connais un ancien gouverneur qui est ministre de la Défense, ça fait 10 ans. Il a soufflé d'ailleurs sur sa 10e bougie, comme ses collègues qui soufflent sur leur 21e bougie aujourd'hui. Le ministre Bétia a souvent réglé un problème délicat en tant que gouverneur des régions, concernant les militaires, me semble. Je crois que, je l'ai dit ici, avant ce débrayage, il y a eu des concertations à Yaoundé, au ministère des Transports, avec le DGSN, avec le secrétaire d'État. Vous voyez même que la une de mutation de ce matin parle en fait, d'une incompréhension désormais entre le ministère des Transports qui voulait encore laisser les négociations et le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. Et depuis ma prise de parole, depuis le début de cette émission, j'ai parlé d'un nom, le général Boumbisoué, qui vient d'être nommé dans ces régions-là, qui aussi doit montrer sa hiérarchie, qui a mot à dire. Quelqu'un a géré le commandement opérationnel à Douala,
Il est devenu célèbre aujourd'hui. Peut-être Boumbissou veut passer par là, peut-être pour marquer aussi les esprits. Donc, je crois que Alex peut nous montrer même la photo du gouverneur avec le haut-parleur en train de négocier, Jean-Jacques. Il y a eu des négociations, le préfet est descendu, les gens ont dit niet, les autorités sont descendues. Voilà le gouverneur qui l'a dit à Bouka, avec son état-major, Jean-Jacques. Même les extraits sonores. Voilà, il n'y a pas le brutalisme dans cette vidéo. Il a dit de négocier avec les gars. Il a écouté tout le monde, voilà. Y compris celui qui a demandé la libération des... Mais quand les gars deviennent nécessairement autistes, à ce qu'on leur dit, Jean-Jacques, on n'est pas là pour caresser les gens là, le sens du poil. Et c'est celui qui envoie le message là. Est-ce que on ne dit pas que les journalistes le diable par la queue? Mais nous sommes là tous les jours pour rendre un travail de service public. Déjà, on ne dit pas ça parce que nous roulons sur du velours. Non. Nous-mêmes, nous souffrons dans notre chair au quotidien. Mais là, il y a un différence entre la République et la République. D'accord. Mais avec ce qui se passe à Menganga, il s'agit là de la République. Et non la République, du Cameroun. On va retenir cela. Francis Bonga, en un ou deux mots, on a reçu un message de téléspectateur qui dit qu'elle était à la réunion, elle est rentrée, je ne sais pas trop ce message, et elle a trouvé que le bailleur a ajouté un cadenas à la porte parce qu'elle n'a pas payé le loyer. Le gars a profité du fait qu'elle soit à la réunion dimanche au moment de rentrer, trouve que le bailleur a ajouté un cadenas. Non, le bailleur ne devrait pas le faire. Vous savez, j'ai vu une image circuler ces derniers jours dans les réseaux sociaux où un bailleur était couché sur un lit avec son pied enchaîné. Et en bas, dans le commentaire, on faisait savoir que il est bailleur d'une dame qui elle-même fait dans la sous-location. Et donc, il s'est attaqué au sous-locataire, qui se trouve être une jeune dame qui a le long bras. De jour comme de nuit. Et finalement, il allait se plaindre de cette dame. Mais vous savez, généralement, et ça, je l'ai appris en cabinet d'avocat, chaque fois que quelqu'un vient vous solliciter pour aller le défendre, il ne vous donne pas généralement tous les éléments d'information. Et donc tous les éléments d'information en sa faveur. Ouais. Donc dans le commentaire, on faisait donc savoir que le bailleur qui allait déposer plainte contre ce sous-locataire a été surpris que c'est lui plus qu'on arrête. On ne peut pas t'arrêter, toi le bailleur, c'est pas parce que tu as déposé une plainte contre une personne. Il y a certainement eu des voies de fait. Comme ce que vous dites là. Si le locataire attaque le bailleur là, on va l'interpeller. Parce que cette maison appartient au locataire. Tu as mis ta maison à location, mais maintenant tu dois te plaindre du non-paiement de ton loyer. Oui. Tu n'as pas le droit de toucher ni au cadenas, ni à la serrure de ton locataire. Ce n'est plus pour toi. Ouais. C'est en location. Et les gens font commettre cette erreur. Mais je crois que quand même, la loi qui régit les questions de bail doit être améliorée. Il faut protéger le bailleur. Quand quelqu'un investit son argent pour se construire un immeuble, il le met en location, il aide ses concitoyens, ses concitoyens, et que toi tu viennes entrer dans cette maison et que tu ne payes pas le loyer, et que la procédure pour qu'il fasse son recouvrement devienne un véritable séparat de mer, c'est un problème. Parce que je vous dis, pour que le bailleur réussisse à contraindre le locataire de payer, si vous voyez tout ce qu'il doit mobiliser, c'est compliqué quand même. Il y a la filouterie de loyer, il y a des choses comme ça. On en reparlera, ça c'est promis. Jean-Jacques, on peut quand même souhaiter joyeux anniversaire à nos ministres qui est tout à l'heure 21 ans aujourd'hui. 21 ans. Oh, oui. On commence par qui Alex, c'est ça, on peut avoir une photo de nos ministres. Par qui on a Elie Pierre. Il y a Elie Pierre, voilà les 5 qui ont 21 ans, ce 8 décembre 2025. Elie Pierre, le Quinté. Voilà le ministre délégué. Docteur Tuenté. Ah, le ministre délégué à l'environnement. Docteur Diallo. De l'UNDP. Docteur Diallo de l'UNDP. Ces chauves-souris qui avaient refusé de démissionner. Ils ont 21 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire à nos ministres. J'ai trouvé qu'il était en difficulté avec les jeunes de l'UNDP qui demandaient de démissionner. Sinon, on n'entre plus ici au siège de l'UNDP. Démissionne aussi le pendant qu'on y est, appelons le président de la République à libérer le peuple. Justement, ils ont 21 ans. Demain, Jean-Jacques, il faut revenir dessus. Le président doit libérer le peuple. Voilà, 21 ans déjà. Même les grèves des communes. C'est pas possible. Rendez-vous demain. Alors, merci, M. Zé, pour ce dernier message. L'image même que l'État envoie est laquelle?
quand on envoie un gouverneur très retraité. Parce qu'il faut libérer le peuple. Tous les 10 gouverneurs de région ont franchi l'âge de départ à la retraite. Ça aussi, il faut le dire. On se retrouve demain pour une autre édition d'On marche sur la capitale. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de Capital FM.